Bonjour à toutes et à tous, salam. Tout d'abord, avant de commencer cette présentation, bien sûr, je vais remercier tout le comité d'organisation et spécialement le professeur Nepchi, mon ancien élève, qui m'a fait le plaisir de m'inviter à venir parler ici, dans cette ville qui est très chère à mon cœur. Certains le savent pourquoi. Et donc, je vais vous parler des essais cliniques accélérés en oncologie. Donc, la première chose à dire, c'est que les dépenses de santé, vous le savez, représentent une part croissante du budget des nations. Et quand on regarde les dépenses courantes de santé des différents pays, on voit que la France est, entre guillemets, très bien située, en 5e position. Il y a les États-Unis qui sont très au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux soignés, mais enfin, ils dépensent plus. Et puis, nous sommes parmi la France les 5 pays qui consommons le plus de ressources de santé. Donc, c'est une première notion. La deuxième notion, c'est que l'augmentation des dépenses de santé est très importante et actuellement, on voit apparaître des médicaments qui coûtent de plus en plus cher, ce qu'on appelle les pilules d'or, si vous voulez. Et par exemple, un ordre d'idée, un flacon d'ipilimumab, c'est un médicament anticancéreux nouveau, vaut 14 000 euros. Le flacon, c'est 10 fois le salaire minimum en France. Et puis, les ticarcel, un traitement tout à fait nouveau, etc., ça va coûter 400 000 euros, c'est-à-dire 80 millions de dinars. Donc, on peut quand même se poser des questions. Et quand on voit l'augmentation, si vous voulez, des dépenses, elles sont quasiment exponentielles. On voit que, par exemple, le coût des médicaments par année de vie sauvée, c'est-à-dire en termes d'efficacité, d'efficience plutôt, eh bien, a été multiplié par 4. Avant, en 1995, ça coûtait 50 000 $ pour sauver une année de vie, et maintenant, ça en vaut 200 000, multiplié par 4. Donc on voit qu'on a une augmentation tout à fait importante, et on se pose de plus en plus des questions, notamment en France, sur le prix très important, voire exorbitant, de ces nouveaux médicaments. Alors il y a des campagnes qui émergent, l'explosion des prix des nouveaux médicaments est-elle justifiée? Et puis il y a des affiches un peu partout, des cancérologues qui dénoncent le prix extrêmement élevé de ces médicaments, en disant que ça rapporte beaucoup d'argent aux industries et que ça sert pas à grand-chose au niveau des patients. Alors, pourquoi cela? D'abord parce que les prescripteurs sont sous pression. Ils sont sous la pression de l'innovation, on va en parler, ce qu'on appelle l'innovation, la visite médicale qui incite à prescrire, la presse, on l'a vu ce matin, Gilles Olani a montré cette espèce d'idée qu'il y a toujours du nouveau qui apparaît et qu'on va améliorer encore la vie, on va devenir éternel, quoi, quasiment. Et puis il y a le temps, les patients, les laboratoires, enfin tout le monde pousse sur le prescripteur pour qu'il prescrive de plus en plus, et surtout qui prescrivent les médicaments les plus chers, nouveaux, innovants. Alors, la question, c'est que dans le domaine de la santé, on est confronté à ce que j'appelle la quadrature du cercle, ou la règle des 3 corps de Newton. Alors, vous savez peut-être pas ce qu'est la règle des 3 corps de Newton. Newton, qui était un fameux, inventé la mécanique, si vous voulez, disait que lorsqu'on a 2 corps, on peut prévoir leur trajectoire de façon absolue. Quand on les rencontre, on sait où ils vont aller. À partir de 3 corps, ça ne devient pas possible. On ne peut pas prévoir absolument quelle sera la trajectoire des 3 corps. Alors, quand on en a 4, 5, on ne peut rien prévoir du tout. Et donc, quand on voit ce qui se passe dans le domaine de la santé, il y a déjà, pour moi, 4 points de vue différents qui sont totalement opposés. Le premier, c'est le point de vue du patient. Le patient dit « ma santé n'a pas de prix, celle des autres est trop chère ». Entre guillemets, je paye trop d'impôts pour la santé des autres. Le point de vue du prescripteur, mon patient, à moi, je peux lui prescrire ce que je veux, l'argent ne compte pas. Donc, quel que soit le coût, bon. Le point de vue des payeurs, c'est-à-dire nous, on est les payeurs, quelque part, dans nos systèmes socialisés de santé, c'est de dire comment on va faire pour payer ces prix exorbitants, 400 000 euros un traitement pour un patient, comment on va faire? Bon. Le point de vue des big pharma, c'est de se dire comment je peux le faire le maximum d'argent dans le minimum de temps. Et puis le point de vue du gouvernement,
qui n'est pas le payeur directement, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit politiquement acceptable. C'est-à-dire que je n'ai pas la révolution et que si je prends des mesures, eh bien, elles soient acceptées, entre guillemets, politiquement. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 5 corps qui se rencontrent, et puis il y en a encore d'autres, hein, à la presse, enfin on peut en rajouter. Et puis ces points de vue, vous voyez, qui sont un peu inconciliables, parce que chacun voit, comme on dit chez nous, midi à sa porte. Alors, on va parler d'innovation. Le poids très lourd de l'innovation, Gilles en a parlé un peu ce matin, c'est quoi l'innovation ? Eh bien, c'est très compliqué, parce que on confond volontairement, très souvent, l'innovation et le progrès thérapeutique. L'innovation, en français, ça veut dire ce qui est neuf. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, c'est neuf. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Hein. Et donc, on peut définir comment l'innovation dans notre domaine. Est-ce que c'est un nouveau mécanisme d'action ? On vous dit c'est une innovation parce que le mécanisme d'action est différent. Moi, malade, je me fous complètement du fait que le médicament il agisse comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il m'apporte quelque chose en termes de résultats. Est-ce qu'il fonctionne mieux que le traitement de référence ? Ou non ? Est-ce qu'il est mieux toléré ? Est-ce qu'il est plus pratique d'administration, etc., etc. Donc c'est quoi une innovation ? Personne n'en sait rien. Mais l'idée qui prévaut, c'est nouveau, c'est meilleur. Hein, on dit news is better. En médecine, c'est faux. C'est peut-être vrai en cosméto. Hein, c'est L'Oréal qui dit ça. News is better. Il faut toujours la nouvelle crème, etc. Ou nouvel iPhone. En médecine, ce n'est pas vrai. Et l'innovation, c'est un outil marketing extrêmement efficace parce que tout le monde a envie de se dire et a dans sa tête, c'est nouveau, donc c'est meilleur. Alors, il y a donc une différence majeure entre l'innovation, la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle apporte, cette innovation, qui est une nouveauté. Hein, dans le terme innovation est récent, avant on parlait de nouveauté. Hein, et puis les coûts que ça représente, et puis les affirmations. Sont-elles vraies ? Est-ce que c'est vraiment un progrès ou pas, etc. Donc, j'ai pris un cartoon là, vous avez ici le coût de l'innovation, et puis l'innovation elle-même, c'est-à-dire sa valeur ajoutée. On a effectivement, très souvent, un distinguo très important entre le coût de l'innovation, qui est énorme, 14 000 € le flacon, 400 000 € un traitement, et puis, qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que ça me sauve la vie ? Est-ce que ça prolonge la vie ou pas ? On va en discuter. Alors, je ne suis pas le seul à dire ça. La communauté européenne se pose des questions et se dit, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'intérêt des industriels du médicament et l'intérêt des patients ? Première question, donc il y a eu tous les rapports qui ont été faits au niveau de la Commission européenne, hein, du Parlement européen plus exactement sur la Commission. Et puis, une des notions extrêmement importantes, c'est qu'il y a une érosion des processus d'innovation pharmaceutique. Donc on a d'un côté la réalité qui dit qu'on découvre de moins en moins de médicaments, contrairement à ce qu'on pense, et puis certains qui disent on fait des progrès absolument considérables, on va vivre 200 ans, on va guérir le cancer, on va guérir le sida. Et donc il y a une vraie différence entre tout ça. Et donc il y a une distorsion également entre les coûts de la recherche et les vrais bénéfices. Parce qu'un des arguments avancés pour justifier ces prix astronomiques de ces nouveaux médicaments, c'est de dire « ouais, mais vous comprenez, la recherche nous coûte énormément cher ». C'est totalement faux. Il y a une étude qui vient de sortir, dans le JAMA, Journal American Medical Association, qui a comparé le coût de la recherche pour tous les nouveaux médicaments anticancéreux qui sont sortis depuis 2002, tous ceux qui ont été mis sur le marché en Europe, hein, et puis le bénéfice réalisé par ceux qui les ont mis sur le marché, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques. Et on voit le trait large ici, c'est le bénéfice réalisé en 3 ans, et la petite barre noire, c'est ce que ça a coûté en recherche. Et on voit par exemple que pour un médicament ici, excusez-moi, on ne voit pas très bien, un médicament ici qui est l'ibrutinib, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase, qui paraît-il est miraculeux, mais qui ne l'est pas. Le coût de la recherche a été de 471 millions de dollars. On dirait c'est beaucoup, mais ils ont fait, en 2 ans après, un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars. C'est-à-dire que ça a multiplié par 70. Alors je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'investissements qui rapportent 70 fois la mise.
Moi, j'en connais pas, j'aimerais bien, parce que, à part le poker, mais c'est très risqué, on n'en a pas. Donc il y a une différence fondamentale entre un discours, la recherche coûte cher, ça justifie les prix astronomiques, et la réalité du bénéfice. Que quelqu'un fasse un bénéfice, c'est tout à fait normal. Maintenant, multiplié par 70, le coût de son développement, c'est quand même un bénéfice extrêmement intéressant. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un shift de paradigme, qui est que, moi j'ai vécu ça, j'ai un certain âge malheureusement, j'ai vécu une transformation profonde dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, qui est que l'industrie pharmaceutique est devenue de plus en plus financiarisée. C'est-à-dire qu'elle est dirigée essentiellement par des financiers, et donc le financier, il veut faire le maximum d'argent dans le minimum de temps pour payer les actionnaires. Donc c'est un principe de finance. Et donc, globalisation de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire des regroupements de petits laboratoires, de laboratoires en grosses structures qui veulent rentabiliser au maximum les investissements. Alors l'idée, quand on fait ça, c'est que comme le monde actuel va vite, vous savez, il faut tout faire très vite, c'est un emballement du temps, eh bien, il faut que les avantages financiers soient obtenus les plus rapidement possible. Donc ça veut dire que le temps de la finance est complètement différent du temps d'un médicament. Vous savez que le temps de développement d'un médicament, de son évaluation, ça prend du temps. Mais le financier, qui veut faire le maximum de profit, veut pas attendre. Il veut que ça rapporte beaucoup, et très vite. Et donc, parce qu'il faut payer les actionnaires, il faut payer, etc. Et donc ça induit un certain nombre de distorsions que je vais essayer de vous expliquer. Ça induit une pression accrue et un lobbying accru sur les prescripteurs. Pour qu'on fasse le plus de profit, il faut qu'on prescrive les médicaments nouveaux. Les patients, c'est-à-dire qu'on agite les patients en leur disant, vous voyez, il y a des médicaments nouveaux, il faut que vous poussiez votre médecin à prescrire, aux associations de patients. Les payeurs, on a des pressions sur les payeurs en disant, vous ne pouvez pas ne pas payer ce médicament qui a un progrès considérable. Si vous ne le faites pas, vous êtes quasiment des assassins. Et puis les médias, qui évidemment vendent très facilement, ce qu'a montré Gilles Lallier ce matin, des miracles. On aime le miracle. On est tout le monde comme ça. Tout le monde aime le miracle. L'idée de se dire, on va trouver le médicament miracle qui va guérir le cancer du jour au lendemain. Et donc, tout ça, ça induit un plaidoyer très important pour une simplification et le raccourcissement des procédures d'autorisation de mise sur le marché. C'est ce que j'appelle les procédures accélérées. L'idée, c'est de dire, vous comprenez, ça prend trop de temps d'évaluer un médicament, il faut donc accélérer les procédures pour que les patients, c'est toujours les patients qui sont mis en avant, puissent bénéficier le plus rapidement possible de ces merveilleuses innovations et que ces méchants régulateurs ne nous permettent pas de mettre à disposition assez rapidement. Et donc, cette simplification de l'autorisation de mise sur le marché, elle correspond à accélérer le processus d'autorisation. Et l'EMA, European Medical Agency, l'agence du médicament européenne, a créé un système qu'on appelle l'adaptative pathway, c'est ce qu'on appelle un processus de voie adaptative, pour des médicaments innovants ou orientés sur des pathologies avec des besoins non satisfaits ou des besoins de santé publique. Alors évidemment, quand on entend ça, c'est noble, on se dit, bon, c'est vrai, des besoins ne sont pas satisfaits, il faut qu'on accélère le processus pour que tout le monde y accède. C'est une idée généreuse. L'idée, c'est accélérons l'accès rapide aux innovations. Encore faut-il que ce soit une vraie innovation qui serve à quelque chose. Toutefois, on a un problème. D'où vient ce processus accéléré? Il vient d'une idée qui a été générée à partir d'un groupe de pression qui s'appelle NewDix, qui est un groupe de réflexion fondé aux États-Unis et totalement sponsorisé par l'industrie pharmaceutique. Donc ça veut dire que ceux qui ont pensé ça, c'est pas des académiques, des gens plus ou moins indépendants, mais c'est un groupe de pression qui a sorti cette idée, qui l'a mise en forme, etc. Alors, ce modèle, il est théoriquement basé pour accélérer l'accès à des médicaments dont les besoins ne sont pas satisfaits, et ça propose de raccourcir les stades habituels de développement et d'évaluation d'un médicament. Vous savez, les fameux stades précliniques, cliniques, etc., etc., pour aller plus vite. Et puis, aussi, cette idée, c'est on va
tester un nouveau médicament dans une sous-catégorie de pathologie, par exemple un type particulier de cancer du poumon, hein, et puis comme ça, on va évidemment avoir un essai de phase 2 limité, puisqu'on a peu de patients, ça coûte beaucoup moins cher, et puis après, on va l'étendre à un nombre de patients plus important une fois qu'on a obtenu l'AMM, hein, dans un essai de phase multicentrique. Et donc, c'est basé, cette idée, sur ce qu'on appelle une AMM conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle est donnée à titre transitoire, et que si ça ne marche pas, on vous retire l'AMM. Bon, en gros, on regarde si ça marche ne marche pas, on retire l'AMM. Ça, c'est l'idée. On verra que c'est pas du tout la réalité. Alors, il y a un récent rapport de l'EMA qui dit « c'est merveilleux, c'est adaptatif Pathway, ça nous a donné des résultats merveilleux ». Mais quand on regarde la littérature, il y a de nombreuses voix qui disent que c'est totalement faux et que ce triomphalisme de l'EMA ne correspond pas à la réalité, puisqu'il manque un certain nombre de critères. C'est quoi un besoin non satisfait, et que ces manques de définition ou ce flou permet des nombreux abus. Et donc, il y a des tas de papiers qui sont publiés dans des revues de très haut niveau. C'est pas des journaux. Est-ce que, par exemple, ce papier dit, est-ce que ces drogues adaptatives n'est pas simplement adaptées aux besoins de l'industrie et non pas simplement aux besoins des patients, ce qui c'est normalement le but. Alors, les conséquences, qu'est-ce que c'est ? Les conséquences de ce type de procédé sont nombreux. D'abord, ça veut dire qu'on évalue de façon minimum l'efficacité d'un médicament et de sa tolérance. Si on a peu de patients à un seul essai, on a évidemment peu de chances d'avoir des résultats significatifs. Ça veut dire que les risques sont accrus lorsque le médicament sera utilisé. L'AMM conditionnelle ou provisoire, finalement, n'est pas réelle. On va le voir. Alors, quelles sont les tentations ? Les tentations de ça, c'est de saucissonner, ce qu'on appelle le salami slicing en anglais. Donc, on coupe les cancers, par exemple, en sous-catégories, et puis comme ça, on dit, voyez, cette pathologie, quasiment, elle n'est pas inventée, mais elle est identifiée nosologiquement, et on dit, voyez, c'est un besoin non satisfait, parce que le cancer du poumon avec le marqueur ALK2 surexprimé, c'est un besoin non satisfait. Bon, évidemment, c'est créé de nouveau. C'est pas forcément pas satisfait. Donc l'idée, c'est de stimuler très rapidement, immédiatement, les prescriptions de ces médicaments très coûteux. Et après, si on retire l'AMM, c'est pas grave, parce qu'en 2 ans, vous avez fait un maximum de profit. Et donc, à la limite, si on vous retire l'AMM, c'est pas très grave. Et puis, le problème, c'est également le traitement des données. On va en parler, c'est-à-dire que les données d'efficacité et de tolérance sont plus ou moins bien évaluées. Et donc, l'idée, c'est également de se dire, bon, on va jouer sur le fait que le cancer, ça fait peur, et que donc, on va donner le maximum d'argent pour le cancer, et qu'on accepte un peu n'importe quoi. C'est ce que l'on voit quand même dans beaucoup de pays. Et donc, est-ce que ce salami slicing est profitable ? Oh ben oui, il est très profitable. Regardez. Quand on voit le coût de développement, si vous voulez, d'une phase 2 par rapport à une phase 3, une phase 2, ça vaut 2 fois moins cher, ça coûte 2 fois moins cher qu'une phase 3. Donc autrement dit, si je peux m'arrêter ici, j'économise pratiquement la moitié de ce que j'aurais dépensé dans un essai clinique de phase 3, donc avec une AMM normale, telle qu'elle est normalement pratiquée. Donc, c'est extrêmement intéressant en termes de coûts, si vous voulez. On peut, en faisant des essais uniquement de phase 2, qu'on appelle des essais pilotes ou pivots, finalement, s'affranchir de faire une phase 3 et donc avoir une AMM à moindre coût, ce qui évidemment est intéressant. Alors, une AMM, c'est quoi ? Je vous rappelle qu'une AMM, c'est une autorisation de mettre sur le marché un produit sur lequel on a des données d'efficacité et des données de tolérance. C'est ça l'AMM, c'est pas une histoire de prix, tout ça, ça c'est autre chose. Bon, c'est ça une AMM. Alors, parlons d'efficacité. Les preuves d'efficacité, on sait depuis longtemps, et c'est pas propre aux AMM accélérés, que les tests cliniques que l'on présente aux AMM, ou qu'on vous présente à vous, pharmaciens ou médecins, etc.,
sont de plus en plus critiqués. Il y a des tas de papiers là-dessus, hein, j'invente rien, c'est des tas de papiers qui sont publiés notamment par des équipes américaines. Alors, d'abord, les essais cliniques, ils sont souvent biaisés. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle les biais de sélection. C'est-à-dire qu'on isole une population qui est absolument pas représentative de la population future. Or, vous savez qu'en statistique, l'échantillon doit être le plus représentatif de la population. En essai clinique, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on exclut les petits, les grands, les gros, les maigres, ceux qui fument, ceux qui boivent, les vieillards, les enfants, etc. Donc, ceux qui comprennent pas, qui parlent pas bien la langue, etc. Donc, on sélectionne une population qui ne représente absolument pas la réalité après. Les tests statistiques utilisés sont souvent inadéquats, hein, mal exploités ou faux. Le point final utilisé, c'est endpoint, hein, de l'essai clinique en disant il est non pertinent, on va en parler, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas à quelque chose d'intéressant. Hein. L'interprétation statistique que l'on fait est souvent incorrecte, c'est le fameux P inférieur à 0,05 qui ne veut rien dire en statistique. Ça ne veut rien dire. Mais on continue à l'utiliser largement parce qu'on dit c'est significatif parce que c'est P 0,045. Ça ne veut strictement rien dire d'un point de vue statistique. Tous les statisticiens le disent, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les statisticiens qui le disent. Et puis, il y a des arrangements de données cosmétiques. Il y a de plus en plus de papiers qui montrent que les données, quand vous avez quelque chose qui vous plaît pas, ben vous gommez la donnée, et donc évidemment on enjolive les choses jusqu'à des falsifications de données, c'est-à-dire des données qui sont inventées. Hein. Il y a eu des tas de condamnations là-dessus d'ailleurs. Et donc on voit qu'il y a des tas de papiers qui sortent. Hein. Comment mesurer, par exemple, la valeur d'une innovation. Donc, quand vous voulez être sûr que votre produit est une innovation, il faut d'abord être sûr de la qualité de la mesure. C'est un principe de base. Hein. Si vous mesurez quelque chose avec un centimètre qui est faux, par définition, vous ne pourrez pas avoir une mesure exacte. Donc, eh bien, ils disent que, dans ces papiers, ils disent que la grande partie des méthodes utilisées ne sont pas pertinentes ou donnent des résultats qui sont faux. Et ce qui est extrêmement intéressant, je vous invite à regarder ce papier. Alors, ça a fait un boom absolument étonnant. Actuellement, on parle du scandale des nouveaux anticancéreux. C'est un papier qui vient de sortir, qui montre qu'ils ont pris, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont pris les médicaments qui ont été approuvés par l'EMA en Europe, donc, entre 2003 et 2009 et 2013. Et ils ont regardé, est-ce que ces médicaments qui ont des AMM servent à quelque chose ? Conséquence, la moitié ne servent à rien. C'est-à-dire qu'ils sont inefficaces. Alors je ne parle pas du prix, hein, mais ils sont inefficaces. Donc vous voyez que dans 68 indications de l'EMA, etc., on considère que sur un suivi de 5 ans, hein, donc ils ont suivi dans la vie réelle, puisque c'est un suivi. Donc les produits ont une AMM. Ce n'est pas des essais cliniques, c'est l'AMM a été obtenue, on regarde ce que ça donne. Et on s'aperçoit qu'en suivi, on s'aperçoit dans ce papier que pour à peu près la moitié de ces nouveaux produits, qu'on nous vende comme étant miraculeux, eh bien, ils ne servent à rien. C'est-à-dire qu'ils ne font pas mieux que le traitement de référence. On ne parle pas de la toxicité, et je ne parle même pas du prix, bien entendu. On parle là que de l'efficacité et tolérance. Alors déjà, c'est quand même, il y a un vrai problème. Hein. Deuxièmement, les endpoints. Les endpoints, c'est-à-dire que quand vous faites un essai clinique, vous définissez préalablement les critères pour dire ça marche ou ça marche pas. Hein, d'accord. Et donc, vous avez deux types de endpoints. Des endpoints cliniques et des endpoints dits surrogates. Alors, clinique, ça veut dire quoi ? Eh ben, c'est le bénéfice direct et visible pour le patient. En gros, il meurt ou il meurt pas, il est guéri ou il n'est pas guéri, ou enfin des signes qu'on peut mesurer de façon tangible. Et puis, mais ça, c'est long, ça prend du temps, et puis ça donne pas beaucoup de résultats très intéressants, souvent. Hein. Donc, c'est quoi la technique ? La technique, c'est substituer ces données cliniques, vraies, réelles, qui vous intéressent. Moi, je suis malade, ce qui m'intéresse, c'est de guérir. Je me fous complètement, je passais cette expression, d'un marqueur surrogate. Hein. Et le marqueur surrogate, c'est un marqueur qui prédirait un effet clinique au long terme. Alors vous en avez qui sont vraiment validés,
qui valent le coup. Par exemple, le rétrécissement de la tumeur, on considère que si on mesure la taille de la tumeur après le traitement, ben, c'est pas une durée de vie, mais que ça, a priori, ça peut induire des résultats cliniques intéressants. Et puis, il y en a qui sont raisonnablement probables. C'est par exemple les marqueurs tumoraux, hein. Par exemple, la bêta-HCG dans le cancer du testicule, on sait que c'est très corrélé à l'efficacité du traitement, hein, mais par contre, il y en a qui sont mauvais. Le CA125 est très mal corrélé avec les résultats en clinique dans le traitement du cancer de l'ovaire. On peut avoir des diminutions du CA125 dramatiques, majeures, avec une durée de vie qui n'est pas modifiée. Une durée de survie qui n'est pas modifiée. Et puis il y en a, et c'est ça le piège, c'est ce qu'on appelle des tentatives. C'est-à-dire c'est des idées qu'on se dit, voilà, on va des nouveaux marqueurs biologiques, l'expression de ALK2, l'expression de mTOR, des marqueurs génétiques, etc. Enfin, des trucs biologiques, hein, qui ont dit, on va prédire que ça, si ce marqueur-là diminue, eh ben, on aura une efficacité clinique. Et on donne des AMM sur des marqueurs théoriques d'efficacité, et non pas sur une vraie efficacité clinique, qui, moi, m'intéresse en tant que patient. Alors, vous savez que les endpoints en cancérologie, il y en a plusieurs. Il y a la survie globale, overall survival, c'est le temps entre le traitement et la mort. C'est clair. Bon. La survie sans maladie, hein, eh bien, c'est la durée entre le traitement et la rechute de la maladie. La progression free survival, hein, sans pathologie, c'est la durée de traitement, entre le traitement, et l'aggravation mesurable de la maladie. Et puis vous avez le taux de réponse, RR, qu'on appelle en anglais, c'est le pourcentage de patients dont le cancer diminue après le traitement. Donc vous voyez que quand on voit la puissance de ces marqueurs, ça décroît. C'est-à-dire que la survie globale, c'est le marqueur le plus important. Ce qui compte, c'est que les gens survivent. C'est pas qu'ils baissent leur taux de cholestérol, c'est qu'ils survivent. Quand vous prenez les statines, c'est le même principe avec les statines. Et puis, il y en a qui sont extrêmement faibles au point de vue power, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très significatifs et ils ne sont pas prédictifs, surtout. Hein. Alors, c'est les questions qui sont posées, hein, c'est l'utilité de vrais résultats. Parce qu'on peut aussi avoir des vrais résultats, mais qui n'ont pas de vraie signification. C'est-à-dire qui n'ont pas un vrai intérêt. OK ? On peut montrer que quelque chose marche, mais quel est l'intérêt ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je baisse mon cholestérol en prenant des statines. Est-ce que, en prévention primaire, il a été démontré que ça améliore la morbimortalité ? En prévention secondaire, oui, mais en prévention primaire, pour l'instant, c'est pas démontré. Donc c'est vrai, mais c'est pas utile. Par contre, ce qui est toujours vrai, ce sont les effets indésirables. Parce que eux, autant l'efficacité, elle est discutable, souvent les effets indésirables, eux, ils apparaissent, ils ne sont pas discutables, et c'est l'idée, d'ailleurs c'est un papier dans le journal de Cancero, qui s'appelle Cancer World, qui est un excellent journal, qui est édité par l'ESMO, European Society of Medical Oncology, qui justement dit quel est le bénéfice, et qui dit on ne s'intéresse pas assez aux effets indésirables, on s'intéresse qu'à l'efficacité ou prétendue efficacité. Et donc, il faut, à ce moment-là, de plus en plus tenir compte de critères, ce qu'on appelle durs, c'est-à-dire l'overall survival, la qualité de vie, ou des choses comme ça qui sont importantes pour le patient. In fine, celui qui doit bénéficier de tout ça, c'est le patient. C'est pas les autres, c'est pas les médecins, c'est pas l'industrie pharmaceutique, c'est pas les pharmaciens, c'est pas qui on veut, c'est le patient. Qu'est-ce qui intéresse le patient ? C'est de vivre plus longtemps et avoir, ou alors de vivre pas plus longtemps, mais avoir une bonne qualité de vie. Si vous augmentez de 2 mois sa médiane de survie, 2 mois comme avec l'ipilimumab, mais que vous le mettez dans des conditions de vie épouvantables, quel est l'intérêt de vivre 2 mois de plus dans des conditions épouvantables, en vomissant, en ayant des ulcères, des trucs comme ça ? Bon, c'est une question philosophique, mais quand même qui peut se poser. Autre problématique, c'est ce qu'on appelle l'optimisation. Les essais cliniques sont optimisés pour rendre le résultat. Hein ? C'est-à-dire que vous prenez une population idéalisée, vous sélectionnez ceux qui sont polymédiqués, etc., machin, hein, et puis on a des conditions expérimentales,
quasiment, hein. Et puis il y a le problème de l'observance. Vous savez tous que l'observance, c'est le problème majeur. La moitié des patients ne prennent pas leurs médicaments dans la réalité, avec des extrêmes entre 20% dans le traitement de l'asthme, il y a que 20% des patients qui prennent leurs médicaments régulièrement, et à 80% dans certains traitements anticancéreux. La moyenne est de 50%. Donc, dans un essai clinique, les patients, ils sont observants par définition. D'abord, ils sont volontaires, et deux, on leur ouvre quasiment la bouche pour leur donner le comprimé. On vérifie qu'ils prennent le comprimé. Donc, on est sûr qu'ils sont observants. Mais dans la réalité, une fois dans la vraie vie, ils ne prendront plus leurs médicaments. Parce que, pour des tas de raisons, etc. Et c'est le problème de tous les traitements de chimiothérapie orale, hein, qui sont peu efficaces dans les essais cliniques, admettons un peu efficaces, mais dans la vie réelle, c'est terminé, puisque les patients ne les prennent pas suffisamment pour avoir une efficacité. Et donc, rappelez-vous ça, dans la vie réelle, il y a toujours une diminution d'efficacité et une augmentation des effets indésirables. Pourquoi ? Diminution d'efficacité parce que les patients ne prennent pas leurs médicaments en général, hein, et puis parce que la population elle est plus large, et puis deuxièmement parce que les patients qui prennent les médicaments dans la vie réelle, ce sont des mauvais patients. C'est-à-dire qu'ils boivent, ils fument, ils oublient leurs médicaments, ils font des interactions avec l'aliment, on leur dit il ne faut pas manger, prendre votre médicament avec l'alimentation, ça ne fait rien, ils le font quand même, etc. Donc ils sont pas, c'est pas des patients idéaux, hein, c'est comme ça, mais c'est la réalité. Et donc, ça ne correspond pas. Et donc, de plus en plus, il y a des discussions là-dessus, sur la qualité de ces essais cliniques avec des tas de titres provocants, mais qui sont réellement, hein, notamment sur, comme le disait Gilles ce matin, les conflits d'intérêts, qui sont de plus en plus importants, hein, et puis également sur tout ce qui est l'efficacité réelle de ces thérapeutiques dites innovantes. Alors, il y a les fraudes. Vous me direz, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Il y a des tas de médicaments qui sont donnés, avec des AMM qui sont donnés, sur des essais cliniques qui sont faux, falsifiés. 50% des essais cliniques ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire que si on a un essai clinique, on veut le reproduire, dans un cas sur deux, on n'arrive pas à reproduire ce qu'on a obtenu. C'est quand même un vrai problème, hein. Et donc, on peut se poser quand même des questions. Et cette falsification, elle est prouvée. Hein. Il y a par exemple dans cette étude, etc., hein, c'est une petite société qui s'appelle Acerta Pharma, les fameuses start-up, c'est que l'industrie pharmaceutique ne fait pratiquement plus de recherche elle-même, mais elles achètent des start-up qui font de la recherche. Et cette petite start-up, ce qu'elles veulent, c'est rentabiliser leur investissement. Donc, elles ont tendance à améliorer les résultats, voire à les inventer. Alors, on me dirait, c'est pas possible. Ben si. Hein, voilà un exemple ici, cette société. Hein, y a les chercheurs qui avaient inventé les résultats, hein, pour que cette société puisse dire, voilà, nos produits marchent. Et le laboratoire GSK a acheté cette société 12 millions de dollars, et il s'est fait avoir, parce qu'effectivement, quand ils ont regardé, ils se sont aperçus que ce qu'on leur avait vendu était faux, n'existait pas, n'était pas réel, c'était inventé. Donc, il y a un papier que je vous conseille ici qu'on peut avoir. Pourquoi la moitié, la plus grande majorité des résultats publiés en recherche, et pas uniquement en recherche clinique, mais c'est valable également en recherche biologique, sont faux. Pourquoi ? Eh bien, on a des tas de raisons, et qui sont des raisons qui vont depuis des faiblesses méthodologiques, c'est-à-dire que c'est pas volontaire, mais c'est simplement parce que on a étudié un nombre d'essais qui est pas assez faible, qu'on a un effet faible, hein, et ben si on n'a pas un nombre de patients suffisant, par définition, on peut pas avoir un petit bruit, si vous voulez. Il faut que la différence soit importante. Bon, plus on a des critères de sélection qui sont larges, plus on a de chances de montrer quelque chose. Inversement, plus les critères de sélection sont réduits, c'est-à-dire que plus on sélectionne la population, moins on a de chances d'avoir des résultats qui soient vrais in fine, hein, pas dans l'essai, mais dans la population que l'on veut tester, etc. Et donc, il y a des tas de raisons qui sont expliquées de façon extrêmement intéressante dans cet article pour montrer que, eh ben, il faut être extrêmement prudent sur l'interprétation de ce qui est publié. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a un exemple, l'EMA a accordé une AMM à un anticorps monoclonal qui s'appelle le pertuzumab, dans le traitement néoadjuvant en première intention du cancer du sein et qui exprime HER2, stade précoce, straticien, inflammatoire, etc. Alors,
Tout de suite, si vous revenez à ce que j'ai dit au début, où ces AMM accélérés doivent être uniquement dans le cas de besoins non satisfaits, on n'est pas dans ce cas-là. Ce n'est pas une pathologie qui est rare, c'est très fréquent. Et il y a actuellement des traitements qui existent. Donc les besoins, ils sont satisfaits pour l'instant. Donc comment se fait-il que, dans ce cas-là, on ait accordé un essai accéléré? Alors, quand on regarde l'étude qui a donné cet AMM, c'est une étude de phase 2, une seule étude de phase 2, qu'on appelle Néosphère, et le critère d'évaluation, c'est un surrogate, c'est-à-dire c'est un marqueur d'efficacité biologique considéré comme étant le reflet de résultats cliniques. Donc on a donné une AMM à ce produit sur un essai de phase 2, même pas de phase 3, phase 2, avec un critère d'évaluation faible, tentative, le minimum de power. Pourquoi? On pourra se poser la question. Et donc, il y a un essai, cet essai, c'est pertuzumab plus docétaxel trastuzumab versus docétaxel trastuzumab, qui est le traitement de référence, et qui marche, si vous voulez. Donc, ce n'est pas un besoin non satisfait, ça marche. Et donc, premier point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'aperçoit que il y a eu évidemment tout de suite des publications, après cette phase 2, clamant victoire en disant c'est significatif, ouais, on voit des différences, etc. Et donc, effectivement, dans cet essai phase 2, on voit que la réponse histologique, donc le surrogate, c'est pas la survie, dans le traitement de référence, 29%, dans 45%, vous voyez un P 0,01. Bon. Et puis, neutropénie de la grade 1, etc., on voit quand même qu'on a, finalement, plus de neutropénie, donc efficacité dans cet essai de phase 2, a priori meilleure, mais aussi plus de toxicité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après 5 ans? Donc le produit est l'AMM, il se vend une fortune, il a été largement utilisé, et on a regardé ce qui s'est passé au bout de 5 ans, puisque l'EMA avait demandé que ce soit avec ça. Au bout de 5 ans, l'étude montre qu'il n'y a aucune différence. 0. D'accord? C'est-à-dire que l'essai de phase 2 n'était absolument pas prédictif d'une efficacité, puisque quand on prend la PFS, qui a quelque chose de clinique un peu meilleur, on voit qu'il n'y a plus de différence du tout. Donc ça veut dire qu'on a traité pendant 5 ans des femmes avec un produit avec des effets indésirables importants pour une efficacité nulle. Je ne parle pas de ce que ça a représenté au point de vue dépenses financières. On attend toujours que l'EMA retire l'AMM conditionnelle, puisque normalement, elle aurait dû être retirée, puisque le produit ne marche pas. Pour l'instant, ça continue à être utilisé, l'argamanu, alors que ça ne marche pas. Et puis, on commence à voir que des laboratoires retirent eux-mêmes, leurs produits, puisque par exemple, très récemment, Merck a retiré une demande d'extension d'AMM pour le Keytruda, pembrolizumab, dans le cancer du poumon, extension d'AMM qui a été accordée à l'FDA, mais qui, curieusement, a été retirée par le laboratoire au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce que les essais qui sortent en vie réelle montrent que ça ne marche pas, et puis surtout qu'il y a une mortalité plus importante dans les patients traités par le produit par rapport à ceux qui ne sont pas traités. Alors, pour terminer, qu'en pensent les oncologues? Les oncologues sérieux, il y en a de plus en plus, se posent des questions. Ici, vous avez Egermont, qui est un néerlandais, mais qui est directeur de l'Institut Gustave Roussy, qui est le plus grand centre cancéreux de France, qui dit, déjà, avec des essais randomisés classiques, on n'est pas sûr trop de ce qu'on fait et de la qualité des produits, alors surtout pas en prenant des essais au rabais, je dirais, où ils disent c'est une voie extrêmement dangereuse. C'est pas moi qui le dis, c'est un cancérologue de renommée mondiale qui le dit. Alors, conclusion à tout ça, moi je crois que légitimement on peut se poser des questions sur la pertinence de ces essais accélérés et conditionnels, parce que, 1, qu'est-ce que ça vaut réellement? 2, on voit que on ne retire pas les produits, même s'il est démontré que ça ne marche pas. Deuxièmement, quels sont les principaux gagnants? Je vous laisse lire ce que j'ai marqué de cette affaire.
Et donc, moi, ma conclusion, c'est l'intérêt du patient qui devrait prévaloir. C'est malheureusement pas, à mon avis, le cas. De plus en plus, on s'aperçoit que l'intérêt du patient, même s'il est mis en avant, n'est pas véritablement ce qui est le plus important dans la situation actuelle. Donc je pense que les pharmaciens, qui ont quand même un certain recul, doivent être extrêmement vigilants à doucher, je dirais, l'enthousiasme de certains prescripteurs qui, sur la base d'une communication à l'ASCO sur 23 patients, se précipitent dans votre pharmacie en vous disant « Ah, il faut absolument ce produit, etc. » Mais t'as pas vu, il coûte 20 fois plus cher que le produit de référence. Ça fait rien, machin, etc. Donc il faut que vous puissiez lui dire « Attendez, doucement, hein, il faudrait peut-être regarder un peu et faire attention à ce que l'on fait. » Donc je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous invite au congrès de l'ECOP, European Congress Oncologie Pharmacie, qui aura lieu à Nantes, en France, l'année prochaine, en 2018. Donc, n'hésitez pas à venir, à faire des communications. Vous serez les bienvenus. Je vous remercie de votre attention.